De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés avec nous et merci à ceux qui nous ont rejoints dans ce numéro spécial Politicia, troisième partie donc de notre émission spéciale consacrée à la présidentielle au Bénin où le jeu reste complètement ouvert. Mais déjà, la Sénat, l'organe en charge de l'organisation de l'élection présidentielle au Bénin, éprouve des difficultés. Nous allons en parler. Nous a rejoint M. Marcel Gbaguidi, vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Et puis M. Boton Bavila, c'est toujours avec nous, de même que notre éditorialiste Gemal qui est fidèle au poste. Je le disais, donc avant de rentrer dans le vif du sujet béninois, suivons ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, commentait Anne-Marie Diaz-Borges. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale au Bénin, la Commission électorale nationale autonome, institution en charge de l'organisation de la présidentielle du 28 février 2016, a du mal à obtenir le consensus autour du spécimen du bulletin de vote. Après la publication de la liste des 36 candidats retenus par la Cour constitutionnelle et le tirage au sort du positionnement des prétendants sur le bulletin unique par la Sénat, 3 candidats se sont officiellement désistés, des désistements qui compliquent la tâche de l'institution en charge du scrutin. C'est en réalité vous-même les candidats qui nous amenez à avoir des difficultés. Puisque vous dites que vous êtes candidat et vous vous désistez 2 jours après. Vous dites je suis candidat, on commence à faire une esquisse de bulletin unique. On nous dit ah non, je ne suis plus candidat. C'est sur ça là que nous nous sommes penchés. C'est ça qui fait aussi notre difficulté. J'espère qu'il n'y aura plus de désistement. La séance d'échange ce lundi 8 février 2016 entre la Sénat et les candidats, qui avait pour objectif d'aboutir à la validation du spécimen, n'a pas été fructueuse. Toutefois, de nombreux candidats ont proposé des solutions afin de sortir de cette impasse. Nous avons demandé au président de la Sénat et à tous les commissaires d'ailleurs de veiller à ce que les 36 candidats initialement retenus soient maintenus sur le spécimen, mais s'il y a des candidats qui se sont désistés, qu'on enlève leur photo, leur logo, en maintenant leur case vide. 33 candidats sont actuellement en lice pour le scrutin du 28 février 2016, un chiffre qui pourrait encore changer. La Commission électorale nationale autonome se retrouve perturbée dans son chronogramme. Si le désistement n'est nullement proscrit dans le code électoral, ces revirements de dernière minute sont une épée de Damoclès qui plane sur l'organisation à bonne date des élections. Monsieur Gbaguidi, des désistements en cascade qui mettent en difficulté la Sénat, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut empêcher? Non, ça me paraît difficile. On ne peut pas non plus enchaîner les gens pour aller au bout de leur aventure. Il se trouve qu'ils voulaient être candidats, ils se sont présentés, et puis avant les élections, ils ont décidé de partir. Maintenant, ça fait partie, je dirais, des difficultés que peuvent rencontrer éventuellement l'organisation d'une élection, notamment la Sénat, par exemple. Oui, ils sont libres, les candidats, ils sont vraiment libres enfin, le président de la commission électorale pose un faux problème. Il ne sait pas les raisons pour lesquelles les uns et les autres décident de se désister. Ce n'est pas pour faire plaisir au président de la commission électorale qu'on doit dire, eh bien, je ne peux plus y aller, mais je dois y aller simplement pour absolument. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais quand vous regardez le nombre de candidats au départ, 48, c'était énorme. C'était énorme, et quand vous épluchez un peu, vous vous demandez, mais s'il y a certains, ils font quoi là? Alors, qu'est-ce qui peut amener un candidat à déclarer forfait 3 jours après avoir rendu officielle sa candidature? Moult raisons, les situations ne sont pas semblables, les candidats n'ont pas tous les mêmes raisons, les prétentions des uns ne sont pas forcément les mêmes pour tous, et donc chaque candidat est appelé pour 1001 raisons de se retirer. Enfin, je comprends, cela dit, le souci du président de la commission, qui lui doit mettre en place un bulletin unique, important, sur lequel il y a les photos de tout le monde, et à chaque fois il y a un désistement, il est obligé de le refaire. Vous comprenez bien sa situation, et évidemment, ça lui pose un vrai problème. Cela dit, la vitalité de la démocratie au Bénin est telle que malheureusement, ce genre de situation arrive et arrivera. C'est-à-dire que celui qui est président de la commission, il va falloir qu'il fasse avec, parce que c'est comme ça. Je ne suis pas très inquiet pour l'élection au Bénin, parce que pour le coup, s'il y a un pays qui a une vraie vitalité démocratique et où le scrutin ne souffre d'aucun problème et que la commission arrivera, je n'ai aucun
aucun doute là-dessus, à surmonter les difficultés, même de dernière minute, c'est bien le Bénin. Et donc, de ce point de vue-là, les candidats vont continuer à se retirer ou pas. Le président de la Commission va continuer, malheureusement pour lui, et en dépit des difficultés que ça peut lui poser, de refaire un bulletin qui, lui, va prendre en compte les changements quotidiens. Alors, on ne peut pas parler du Bénin sans parler du candidat qui cristallise aujourd'hui les passions, les pour et les contre. Il s'agit justement de Lionel Zinsou, considéré par certains, à tort ou à raison, comme le candidat de la France et pas d'autres comme le candidat qu'il faut pour le Bénin. Que pensez-vous de cette polémique relative à la candidature de Lionel Zinsou? Je pense que c'est normal. Nous sommes en démocratie, les gens je dirais, le droit d'avoir leur avis sur un sujet. Il se trouve effectivement que la façon dont Lionel Zinsou est arrivé au Bénin amène probablement les gens à se poser ce genre de questions. Mais est-ce que c'est essentiel, tout ça? Ce qui me paraît essentiel, oui, c'est de la poser, la question. Mais c'est pas essentiel non plus de passer sa vie là-dessus. Je crois qu'il faut aller maintenant, une fois que la question est posée et que il est aujourd'hui candidat, il s'agit de profiler les candidats et de savoir si, je dirais, en tant que digne fils du Bénin, parce qu'après tout, il a beau vivre en Europe, il faisait quand même un certain nombre d'actions visibles sur le terrain, qui fait qu'on ne peut pas non plus, je dirais, parler d'un parachutage en tant que tel. Et puis, au fond, qui a assisté à la réunion au cours de laquelle la France aurait décidé de le parachuter? Personne. Monsieur Bouton, Lionel Zinsou, un candidat comme les autres? Bien entendu, seulement que Lionel Zinsou n'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. Il a été Premier ministre. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au moment où il a été nommé Premier ministre, personne ne l'a contesté. Mais pourquoi aujourd'hui il y a autant de contestations? C'est de bonne guerre, je dirais, dans un premier temps. Mais au-delà, le fait qu'il n'ait pas résidé au Bénin, que les Béninois ne le connaissent pas, la couleur de sa peau, ce sont entre autres aspects que les gens mettent en exergue. C'est de bonne guerre, je dis encore, à partir du moment où il remplit toutes les conditions établies par la loi. Je crois qu'au-delà de tout cela, on ne peut pas empêcher les autres aussi d'utiliser un certain nombre d'arguments pour pouvoir essayer de le diminuer, de le fragiliser afin de pouvoir prendre le dessus. Il connaît très mal le pays, il ne connaîtrait pas du tout la sociologie du pays, il ne parle pas les langues du pays. C'est du moins les arguments qu'avancent ses détracteurs. Des arguments que vous comprenez? Je suis partagé très sincèrement. Si je devais juger Lionel Zinsou, personnalité importante de la diaspora africaine à Paris, je suis absolument fan à 100%. C'est-à-dire j'aime ses positions sur le continent, j'aime son afro-optimiste, moi qui suis optimiste, afro-optimiste devant l'éternel, et j'adore absolument ses analyses, sont toujours brillantes. C'est quelqu'un d'une intelligence absolument hors norme. Et donc je suis toujours fier quand je regarde Lionel Zinsou. J'adore être africain, j'adore le continent quand je voyais Lionel Zinsou, représentant de la diaspora. Sur Zinsou devenu personnalité politique au Bénin, je suis d'accord avec Babilas quand il dit qu'il n'y a pas eu de grande contestation. Il y en a eu quand même quand il est venu comme Premier ministre au Bénin. Tout le monde disait, il reste 10 mois, le président Boni tranche le problème, il met sans doute le garçon le plus brillant de sa génération comme Premier ministre pour se donner une sortie honorable. Il devenait un candidat à l'élection présidentielle et là, c'est là le bas blesse. On ne peut pas non plus enlever de Zinsou son passé, le côté qu'il soit un peu bounty, le fait qu'il soit le fils de la haute technostructure française, le fait qu'il soit le banquier Rothschild qu'il a été, le fait qu'il soit président de pays partenaires, et je finis juste, le fait qu'il ait été le collaborateur proche de Laurent Fabius, et ça lui collera tout le temps. Cela dit, j'espère que les Béninois vont choisir, et je n'ai aucun doute de ce point de vue-là, et tant mieux pour Zinsou si c'est lui. On va voir tout à l'heure, puisque, tout comme pour le Niger, Afrimetrix a réalisé justement au Bénin un sondage et nous allons découvrir les résultats. Quelles sont les personnalités préférées des Béninois? Nous allons découvrir ensemble les résultats. Voilà. Le président Yahi Boni vient en tête avec 38%, suivi de Mathieu Kérékou, paix à son âme, 37%, et l'homme dont on parlait tout à l'heure, Lionel Zinsou, avec 22%. Il serait donc la troisième personnalité préférée des Béninois, M. Bouton. Oui, sans aucune surprise, parce que le président Mathieu Kérékou, qui a dirigé le Bénin pendant 17 ans,
plus 10 ans après, c'est normal qu'il s'est installé durablement dans la pensée des Béninois. Ça, bien qu'étant mort, il continue d'être l'une des personnalités préférées. Quand bien même Boni Yayi vient le dévancer de 1%, je souhaite peut-être qu'on attende que quelques années après pour voir si le président Yayi Boni pourra avoir la même envergure, même bien après son départ, qu'il soit encore... Parce que quand vous avez été président de la République, pendant 10 ans, vous êtes sous les feux de la rampe. Bien entendu, tout le monde vous connaît. Dès qu'on tend le micro à n'importe qui, on dit à qui tu penses automatiquement, il pense Boni Yayi. Mais le président Kérékou s'est installé vraiment durablement dans la mémoire des Béninois. Et ça, on mettra du temps à l'enlever. Mais que Lionel Zinsou vienne en 3e position, ça aussi, ça, je dirais que c'est la vraie surprise. La vraie surprise parce qu'étant Premier ministre il y a 8 mois seulement et devenir la personnalité préférée hors du président de la République qui a dit quelque chose. Ce classement vous surprend? Ça ne me surprend pas parce que je constate que Lionel Zinsou, si j'enlève le président Thomas Boni Yayi, le président Mathieu Kérékou, qu'il est le premier à arriver sur la liste. Mais quand on regarde bien, il est quand même minoritaire, somme toute. Hein. Je veux dire que même avec 22%, il est minoritaire. Bon. Il se trouve que moi, ce qui me surprend le plus n'est pas tant que Lionel Zinsou arrive en tête de ses personnalités préférées, enfin, comme je dis, si j'enlève les 2 présidents, c'est plutôt les 2 anciens premiers ministres qui, pour moi, sont quand même un peu à la traîne, qui ont géré le pays et qui, normalement, auraient pu avoir un capital d'estime beaucoup plus important. Il y a une personnalité qui était inconnue du monde politique, c'est Sébastien Adjavon, qui recueille tout de même 21%. Et curieusement, c'est celui-là qui attire mon attention. Parce que finalement, que les Béninois adorent Mathieu Kérékou, c'est un secret pour personne. Quel dinosaure, quel éléphant, quelle personnalité hors norme. Et donc, je crois qu'au-delà des frontières du Bénin, dans ma Mauritanie natale, j'aimais déjà que Mathieu Kérékou, j'en sais pourquoi d'ailleurs, je l'ai su plus tard. Et donc, Mathieu Kérékou est un personnage à part. Thomas Yayi Boni, Babila a raison, on verra plus tard. Mais enfin, c'est déjà pas mal. À peine sorti, il est à égalité. Et donc, la marge d'erreur dans un sondage est telle qu'ils sont à égalité. Lionel Zinsou se trouve à égalité avec Adjavon. Et là, c'est la surprise. Voilà une personnalité qui n'a pas l'envergure de Kérékou, qui n'a pas le passé de Boni, qui n'a pas été président de la République, qui n'est pas Premier ministre, et qui se retrouve à égalité avec Zinsou. Voilà. C'est de mon point de vue, je finis juste, c'est de mon point de vue une faiblesse pour Zinsou et une force pour Adjavon. On verra plus tard. Nous allons découvrir la prochaine rubrique, les principaux enjeux au Bénin. Quels sont les besoins prioritaires des Béninois? Nous allons découvrir donc les résultats. Sans surprise, la santé vient en tête des besoins prioritaires des Béninois avec 54%, suivi de l'emploi, 41%. L'éducation, 39%. Oui, on s'est souhaité tous au 1er janvier la bonne santé. C'est donc tout naturellement que les Béninois pensent que pour réaliser des choses dans la vie, il faut se porter bien. Et donc, voilà, 54%, la santé, c'est naturellement quelque chose que vous... Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un paradoxe quand même au Bénin, et même dans nos pays africains, c'est que nous avons de bons médecins à titre individuel, mais nous n'avons pas une bonne médecine. Ça vient du fait qu'on n'a pas les infrastructures nécessaires et qu'il y a un déficit dans ce domaine et que, de toute façon, et que dans tous les cas de figure, une fois qu'on investit massivement dans le domaine de la santé, eh bien, ça rejaillit sur tous les autres domaines. La dernière rubrique, c'est le jugement, la perception que les Béninois ont de leur pays, en l'occurrence les services publics. 9% seulement sont très satisfaits des infrastructures, 44% sont assez satisfaits. Alors, les infrastructures sont une priorité. Au Bénin, on voit que les Béninois placent donc les infrastructures en tête de leur priorité. En tout cas, ils ne sont pas satisfaits pleinement des infrastructures du pays. Donc, effectivement, c'est une priorité au Bénin, M. Boton, les infrastructures. Bien entendu, il faut dire que cela revient cette fois-ci parce que ces dernières années, il faut dire qu'il y a un gros effort qui a été fait quand même en la matière et les Béninois en ont demandé davantage parce qu'aujourd'hui, on constate que pour aller à l'intérieur du pays, on est confronté à un certain nombre de problèmes sur le plan des infrastructures routières, mais au-delà, ce qui a été fait ces dernières années, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le gap était énorme. Du coup, on ne perçoit pas qu'un travail a été fait. C'est ce que soulèvent les sondés. Voilà.
Le mot de la fin, Djemal? C'est toujours extraordinaire que les deux pays, parce qu'on l'a vu tout à l'heure pour le Niger, les deux pays qui ont un ancrage démocratique assez important sont les pays où la population est très peu satisfaite des avancées démocratiques. Parce que quand vous regardez la République démocratie, alors que personne ne conteste, mais alors pas une seconde que le Bénin est un vrai pays démocratique, les Béninois visiblement ne sont pas contents de leur démocratie. Alors évidemment, qu'ils aient le souci de l'infrastructure de la santé, ça se comprend, qu'ils aient un peu de reconnaissance de l'avancée réelle en matière de démocratie au Bénin, mais c'est valable pour le Niger, c'est valable pour tous les autres. C'est quand même extraordinaire. Ainsi prend fin notre émission, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro Politicien.